Si tu n'aides pas ton frère, tu n'es pas de la famille. C'est ce que mon père m'a dit lorsque j'ai refusé d'annuler ma fête de promotion et de donner 300 000 $ à mon jeune frère pour qu'il puisse acheter un appartement. Immédiatement après, j'ai rompu tout lien avec eux, y compris le petit soutien mensuel que j'avais l'habitude d'envoyer. Écoutez mon histoire et dites-moi si j'ai eu tort de les abandonner complètement. Bonjour à tous. Je m'appelle Colin. J'ai 32 ans et je vis avec ma femme et mon fils à San José, en Californie. C'est là que je travaille depuis 10 ans, et il y a 6 mois, j'ai été promu chef des opérations dans une entreprise technologique locale. Ma vie est assez stable en ce moment. Chaque matin, j'emmène mon fils à l'école maternelle, puis je passe prendre un café chez ma femme avant de me rendre au travail. Ma femme, Violet, travaillait dans la finance, mais lorsque Mitchell est né il y a 4 ans, elle a quitté son emploi et a ouvert un café près de chez nous. À l'époque, Violet m'a dit, si nous travaillons tous les deux dans des entreprises, il n'y aura personne à la maison lorsque notre fils aura besoin de nous. La gestion du café lui donne plus de contrôle sur son emploi du temps, et cela a également contribué à maintenir l'équilibre de notre vie familiale. Mes parents avaient l'habitude de rendre visite à Mitchell le week-end. Ils l'adoraient, lui apportaient toujours des collations, jouaient avec lui pendant quelques heures, puis rentraient chez eux. Mais après un drame familial il y a quelques mois, tout a changé. J'ai rompu tout lien avec eux et j'ai demandé à mon avocat de déposer une demande d'ordonnance restrictive. Ils ne sont pas revenus depuis, et depuis que cela s'est produit, je n'ai jamais regretté ma décision. Il y a 6 mois, un lundi matin de début novembre, je suis entré au bureau sans avoir la moindre idée que cette journée deviendrait l'un des moments les plus déterminants de ma carrière. L'entreprise où je travaillais depuis près de 10 ans a soudainement convoqué une réunion d'urgence avec le conseil d'administration et les actionnaires. Dans la salle de conférence, on nous a informé que l'actuel PDG avait été arrêté pour divulgation d'informations internes. L'atmosphère dans la salle était pesante, mais elle était également chargée d'un sentiment d'urgence et de finalité. Après près d'une heure et demie, mon nom est apparu sur la liste des 3 candidats potentiels au poste de PDG, et le conseil d'administration et les actionnaires ont commencé le processus de vote. À l'époque, j'étais chef des opérations. Même si j'avais de l'expérience, je pensais quand même que quelqu'un d'autre serait choisi. Mais après le vote interne, grâce à près d'une décennie de performances constantes, j'ai été officiellement nommé PDG le même jour. Je ne suis pas facilement ému, mais ce moment m'a bouleversé. Il ne s'agissait pas du titre, mais des années de travail silencieux enfin reconnues. Dès la fin de la réunion, je suis sorti rapidement dans le couloir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Violet. Je peux encore entendre clairement sa voix pendant cet appel. Elle a poussé un cri de joie lorsqu'elle a appris que j'avais été promu, et avant que nous raccrochions, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Colin, Mitchell et moi sommes si fiers de toi. » C'était une phrase simple, rien de sophistiqué, mais cela m'a fait faire une pause de quelques secondes. Cela m'a rappelé que derrière le travail, la pression, les rapports financiers et les réunions stratégiques, il y avait toujours une petite famille derrière moi. Ce jour-là, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Il y a eu des appels et des messages de collègues et de membres de l'équipe me félicitant pour ma promotion. Certains sont même passés à mon bureau, m'ont tapé sur l'épaule et m'ont félicité avec un commentaire enjoué comme « N'oublie pas la fête de promotion, Colin. » S'il y a une célébration, je dois être sur la liste des invités. Cette blague était accompagnée de sourires chaleureux et sincères. J'étais ravi à ce moment-là parce que je travaillais dans l'entreprise depuis près d'une décennie, et ces sourires sincères m'ont montré qu'ils reconnaissaient mes compétences et ne ressentaient aucune jalousie à l'égard de ma promotion. Ce soir-là, dès que je suis entré dans la maison, l'odeur de la nourriture avait déjà envahi la cuisine. Violet avait préparé un dîner complet avec tous mes plats préférés, du bœuf grillé à l'italienne, de la purée de pommes de terre au beurre et un peu de salade de saumon qu'elle savait que je finissais toujours quand elle la faisait. Mitchell est venu en courant vers moi, m'a serré les jambes, tenant quelque chose enveloppé dans du papier recouvert de dessins de super-héros et le mot « Papa » griffonné en marqueur coloré. Immédiatement après, j'ai ouvert le cadeau de mon fils. À l'intérieur, il y avait un dessin que Mitchell avait fait montrant 3 personnages en bâton se tenant ensemble, l'un portait une couronne et l'autre avait de grands yeux souriants. Sous l'image se trouvaient les mots griffonnés « Félicitations pour ta promotion, papa ». À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de rire en le serrant dans mes bras et en le remerciant. Violet m'a regardé avec des yeux tendres et a dit doucement « Je lui ai juste donné l'idée, il a fait le reste tout seul ». Vers 21h, après que Mitchell soit allé au lit, j'ai préparé 2 tasses de café et je me suis assis avec Violet sur le canapé.
C'est à ce moment-là que je lui ai parlé de mon idée d'organiser une petite fête de promotion, rien de trop sophistiqué, juste quelque chose de décontracté dans la cour avec quelques collègues proches pour partager de la nourriture, discuter et célébrer. Violet a hoché la tête juste après que je l'ai suggéré, mais elle a recommandé que nous organisions la fête dans un restaurant avec plus d'espace. Elle a même suggéré d'inviter les deux familles à se joindre à la célébration. Après l'avoir écouté, j'ai accepté de déplacer la fête dans un restaurant. Le même soir, nous avons décidé de la tenir le samedi suivant afin que tout le monde soit libre d'y assister le week-end. Nous avons également commencé à dresser une liste approximative des invités, qui comprenait des collègues et des parents des deux côtés. À ce moment-là, je croyais vraiment que ce serait une réunion chaleureuse et joyeuse où amis, collègues et familles se réuniraient pour célébrer ce nouveau chapitre après un long voyage. Comme toujours, j'ai emmené Mitchell à l'école le lendemain matin et je me suis rendu directement au bureau. Violet avait pris sur elle de s'occuper de tous les préparatifs de la fête, sachant qu'avec la nouvelle promotion, je serais débordé pendant ces premiers jours. Vers 7h30, je suis arrivé au bureau de l'entreprise. Cette journée était spéciale pour moi car elle marquait mon premier jour officiel assis dans le fauteuil du PDG, commençant un nouveau rôle rempli d'inconnus et de nouvelles responsabilités à venir. Même s'il y avait beaucoup de nouveautés et que je me suis senti un peu déplacé au début, je me suis rapidement adapté. Mes années en tant que chef des opérations m'avaient déjà donné beaucoup d'expérience à exploiter. Vers midi, après que Violet m'ait dit que la réservation au restaurant avait été confirmée, la première chose qui m'est venue à l'esprit a été d'appeler mes parents pour leur annoncer la bonne nouvelle et les inviter à la fête. J'ai ouvert mes contacts, j'ai fait défiler jusqu'au nom de ma mère et j'ai appuyé sur appeler. Après 3 sonneries, elle a décroché. Sa voix était toujours douce comme toujours, pas différente de celle que j'utilise lorsque je l'appelle pour des petites choses comme lui demander de vérifier mes anciens papiers d'assurance ou ce que la famille allait prendre pour le dîner plus tard. Je lui ai ensuite annoncé la bonne nouvelle. J'ai dit, « Maman, je viens d'être promu PDG. Je prévois une fête de promotion le week-end prochain. Je t'appelle pour t'inviter, toi et papa. Je t'enverrai les détails plus tard par SMS. » Après avoir dit cela, j'espérais qu'elle dirait quelque chose comme « C'est incroyable » ou « Nous sommes fiers de toi ». Au minimum, je m'attendais à de simples félicitations, mais non, sa réponse m'a stupéfait. Elle a dit « Jordan vient de quitter son emploi. Ne lui dis pas, il se sentira mal. » À ce moment-là, j'ai voulu dire quelque chose de plus, mais au final, j'ai simplement dit au revoir et j'ai raccroché. Je ne pouvais même pas dire ce que je ressentais à ce moment-là, c'était peut-être de la déception, mais clairement, je n'arrivais pas à me résoudre à dire autre chose. Même si j'étais déçu, j'ai quand même envoyé un SMS à ma mère juste après avec l'heure et le lieu de la fête. 2 jours plus tard, vers 9h, mon père a appelé. Sa voix était sèche et tendue. Il m'a dit que je devais amener ma famille ce soir-là parce qu'il y avait quelque chose d'important à discuter. Vers 19h, après 30 minutes de route depuis San José, Violet, Mitchell et moi sommes arrivés chez mes parents à Milpitas, une petite ville au nord-est. Après avoir sonné 2 fois à la cloche, ma mère a ouvert le portail. Au moment où Mitchell l'a vu, il a crié d'excitation. Cela faisait 2 semaines qu'il n'avait pas vu ses grands-parents, mais cette fois, ma mère ne lui a donné qu'une tape rapide sur la tête, pas de câlin ni de bisous comme avant. À ce moment-là, je pouvais déjà sentir que quelque chose n'allait pas dans ses yeux et dans ses mouvements. Une fois que nous sommes entrés et que nous nous sommes assis sur le canapé du salon, personne n'a demandé si nous avions mangé. Mes parents sont allés droit au but. Mon père a parlé le premier, sa voix était ferme et directe. Il a dit, « Je te demande d'annuler la fête de promotion. Tu dois penser à Jordan, il vient de perdre son emploi. » En entendant cela, Violet et moi avons gelé. Je ne m'attendais jamais à ce que mon père dise quelque chose comme ça si facilement. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a continué, cette fois, sa voix était encore plus grave, « Jordan a besoin de fonder une famille, et il ne peut pas vivre avec nous pour toujours. Donc, ta mère et moi te demandons de lui donner 300 000 $ pour qu'il puisse acheter un logement et déménager. » Cette fois, Violet et moi nous sommes regardés, la surprise dans nos yeux était claire, nous ne pouvions pas la cacher. Environ 30 secondes se sont écoulées. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme, puis j'ai demandé, « Avez-vous dit 300 000 $? » Je n'avais pas mal entendu. Immédiatement, ma mère a ajouté, sa voix légère comme l'air. Elle a dit, « Oui, 300 000. Ce montant ne représente rien par rapport à ce que toi et ta femme gagnez. » Et comme s'ils avaient répété le tout, mon père est revenu. Cette fois,
il a parlé plus lentement, mais sur un ton qui ne laissait aucune place à l'argumentation. Dans cette famille, toute la chance t'est allée de ta carrière à ton mariage. Je pense qu'il est temps que tu partages un peu de cette chance. J'ai esquissé un léger sourire lorsque ces mots sont sortis de sa bouche, juste un léger sourire, mais mon esprit tourbillonnait. À ce moment-là, cela m'a frappé, à leurs yeux, aucun de mes efforts ne signifiait rien. 10 ans de travail sans relâche, des nuits blanches sur des projets, des moments où j'ai porté tout un département à moi seul, tout cela, ils l'ont considéré comme de la simple chance. Et pour continuer à dorloter Jordan, l'enfant qu'ils ont toujours placé au centre de tout, ils étaient prêts à dire les choses les plus déraisonnables imaginables. Une grande partie de l'échec de mon frère provient du favoritisme qu'ils lui ont toujours témoigné. Je m'en souviens clairement, même quand nous étions enfants. Ce favoritisme apparaissait à table, lors des fêtes d'anniversaire et dans les plus petits moments. Je me souviens que j'avais 10 ans et Jordan 6, une fois, il a renversé un verre d'eau sur mes devoirs. Je me suis fâché et j'ai crié, et immédiatement ma mère m'a réprimandé pour ne pas être aussi patient que le frère aîné. À l'époque, je ne comprenais même pas pourquoi j'étais puni. Quand j'avais 15 ans, j'ai remporté un prix au niveau de l'État lors d'un concours scientifique. Je suis rentré à la maison avec enthousiasme, remettant mon certificat à mes parents, espérant qu'ils me tapent la tête ou me prennent dans leurs bras et me disent « C'est mon garçon » ou « Nous sommes fiers de toi ». Mais non, ma mère a simplement hoché la tête et m'a dit de ne plus en parler, car si Jordan le découvrait, il se sentirait mal. Quand j'avais 18 ans, j'ai obtenu une bourse complète pour une université de pointe en technologie. J'ai partagé la nouvelle avec toute la famille. Mon père ne m'a pas félicité, au lieu de cela, il a dit, si Jordan demande, dis-lui simplement que tu es entré dans une école normale. Cette phrase m'est restée des années. Pendant mes études universitaires, j'ai travaillé à temps partiel. J'ai couvert toutes mes dépenses et j'ai même payé mon assurance maladie. Jordan, quant à lui, avait tout pris en charge. Lorsqu'il est entré à l'université, mes parents ont tout payé, lui ont acheté un tout nouveau portable et lui ont même organisé une fête de célébration. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'ai dû trouver un emploi seul. À un moment donné, je travaillais à 2 emplois, un emploi à temps plein le jour et du travail indépendant la nuit. Pendant tout ce temps, mes parents n'ont pas appelé pour prendre des nouvelles, pas un seul message pour demander comment j'allais. Et Jordan? Lorsqu'il a obtenu son diplôme, mes parents ont commencé à appeler, demandant aux gens de l'aider à trouver un emploi. Lorsqu'il a démissionné de son premier emploi, ils l'ont laissé rester à la maison pendant 1 an et l'ont soutenu financièrement. Ils demandaient s'il avait besoin de consulter un médecin s'il toussait ne serait-ce qu'une fois. Puis, il y a 5 ans, lorsque Violet et moi avons décidé de nous marier, ma mère nous a demandé de faire un mariage simple. Elle a dit, Jordan ne pourra peut-être pas se permettre un mariage chic un jour, si vous vous donnez beaucoup de mal, il se sentira mal. Il y a aussi autre chose, ils oublient complètement à quel point je les ai discrètement aidés financièrement au cours des 10 dernières années. Avant que j'épouse Violet, j'envoyais régulièrement de l'argent à ma mère, parfois, il s'agissait de quelques centaines, parfois je couvrais les factures de services publics. Après notre mariage, Violet a suggéré que nous envoyions $1000 par mois à mes parents. Elle savait qu'ils vieillissaient et que leur revenu de retraite n'était pas élevé, elle considérait cela comme une aide pour les maintenir stables. À partir de ce moment-là, nous avons envoyé $2000 chaque mois, la moitié à mes parents, la moitié aux siens. Ses parents, Howard et June, nous ont toujours remerciés lorsqu'ils ont reçu l'argent, parfois, ils appelaient même. Ils n'ont presque rien dépensé, ils l'ont économisé sur un compte séparé, en disant que c'était pour l'avenir de Mitchell. Mes parents? Ils ne m'ont jamais remercié correctement, ils se plaignaient même certains mois, en disant, seulement 1000? Nos médicaments ce mois-ci ont coûté des centaines. Il y a eu des moments où j'ai sérieusement envisagé de couper le soutien mensuel, mais Violet m'a arrêté. Elle a dit, ce sont toujours mes parents, et tant que nous faisons notre part, je n'aurai pas de regrets plus tard si quelque chose arrive. J'ai compris ce qu'elle voulait dire, et pendant toutes ces années, j'ai continué à faire ma part. Mais ce soir-là, lorsque j'ai entendu mes parents demander $300 000 comme si de rien n'était, j'ai su que ma limite avait été dépassée. À ce moment-là, je ne pouvais plus garder mon calme habituel. Retour à cette nuit-là chez mes parents. Après qu'ils aient fait ces demandes exorbitantes, annulé ma fête de promotion et transféré $300 000 à mon frère pour qu'il puisse acheter une maison, j'ai su que je ne pouvais plus rester silencieux. Je me suis tourné vers Violet et j'ai dit doucement, emmène Mitchell à la voiture et attends-moi. Elle a immédiatement acquiescé sans poser une seule question, elle a compris que j'avais besoin d'espace pour parler seul à mes parents.
Mitchell jouait avec ses jouets sur le canapé, mais lorsque Violet l'a appelé, il s'est levé et l'a suivi dehors, comme s'il pouvait lui aussi sentir le changement d'énergie dans la pièce. Environ une minute plus tard, la porte s'est refermée et la pièce est tombée dans un silence étrange. Je suis resté assis immobile pendant quelques secondes, puis j'ai levé les yeux et j'ai regardé les deux personnes devant moi. J'ai parlé, essayant de garder ma voix aussi stable que possible, je ne peux pas accéder à aucune de vos demandes. Immédiatement, tous les deux ont eu l'air stupéfaits. Peut-être pensaient-ils que j'acquiescerais comme je l'avais fait par le passé, ils ne s'attendaient pas à ce que je dise non. Après quelques secondes de silence, j'ai continué, je travaille de manière indépendante, j'achète ma propre maison et je construis ma vie depuis l'âge de 22 ans. J'ai passé les 10 dernières années à donner tout ce que j'avais, et Jordan il n'a jamais fait d'effort ne serait-ce qu'un seul jour. Avant que je puisse finir, mon père a claqué sa main sur la table et a élevé la voix, ne crois pas que parce que tu as eu un peu de succès, tu peux commencer à juger les autres. À ce moment-là, je ne me suis plus retenu. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai rétorqué, mon ton n'était plus doux, ne crois pas que je ne connais pas la vérité. Le directeur de l'entreprise où Jordan a travaillé au cours des 3 derniers mois est un ami à moi. Il m'a dit que Jordan a été licencié pour avoir perdu 4 contrats en 3 mois et pour être arrivé en retard 10 fois par mois. Je ne pense pas que quiconque dans ce pays puisse battre ce record de retard. Au moment où j'ai fini, une voix est venue du couloir, rauque et lourde d'alcool, n'ose pas m'insulter. Puis Jordan est entré dans le salon, le visage rouge, les yeux ternes. J'ai immédiatement compris qu'il avait bu, et je n'avais aucun intérêt à discuter avec quelqu'un qui était ivre. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Avant de partir pour de bon, je l'ai fait comprendre une dernière fois, je n'annulerai pas la fête, et je ne donnerai pas un centime à votre enfant d'or. À ce moment-là, la voix de mon père a retenti de nouveau, plus amère que jamais, si tu n'aides pas ton frère, tu n'es pas de la famille. Je me suis retourné et je l'ai regardé, j'ai regardé ma mère, j'ai regardé Jordan, et j'ai dit calmement, si c'est à ça que ressemble une famille, je préfère être orphelin. Sur ce, j'ai ouvert la porte et je suis allé à ma voiture. Violet et Mitchell étaient assis, attendant que je démarre le moteur et que je parte. Ce soir-là, pendant toute la route de Milpitas à San José, Violet n'a pas posé une seule question. Elle est restée assise en silence, me lançant parfois un coup d'œil avant de retourner à la route. Quand elle m'a vu pencher la tête en arrière contre le siège conducteur, laissant échapper un long soupir, sans rien dire, elle a dit doucement, changeons de place, je vais conduire. Je n'ai pas discuté, je me suis arrêté tranquillement sur le côté, j'ai débouclé ma ceinture de sécurité, je suis sorti et je suis allé sur le siège passager. À ce moment-là, j'étais complètement épuisé non pas physiquement, mais émotionnellement. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, nous avons baigné Mitchell, nous l'avons mis en pyjama et nous l'avons couché. Une fois que tout s'est calmé, j'ai finalement raconté à Violet tout ce qui s'était passé dans cette maison après qu'elle et Mitchell soient sortis. Elle n'a pas interrompu, elle s'est juste assise là à écouter en silence, sa main tenant la mienne tout le temps. Après avoir terminé mon intervention, je l'ai regardé et lui ai dit directement, à partir du mois prochain, je coupe les $1000 que nous leur envoyons. J'en ai assez. Violet n'a rien dit tout de suite. Elle a hoché la tête lentement, avec une compréhension totale. Immédiatement après, j'ai ouvert mon application bancaire, je suis allé à la section des paiements récurrents, j'ai trouvé le virement mensuel à ma mère et je l'ai annulé. Puis j'ai écrit un petit message à ma mère et je l'ai envoyé. Il disait, à partir de maintenant, je n'enverrai plus les $1000 mensuels. Après tout, je crois que c'est la bonne décision pour moi. Et après l'envoi de ce message, j'ai senti qu'un poids avait enfin été enlevé de mes épaules, le poids de 30 ans d'injustice et de favoritisme. Après l'envoi de ce message, une minute entière s'est écoulée avant que mon téléphone ne vibre. C'était ma mère qui appelait. Immédiatement après, mon père 2 appels à la suite. J'ai regardé l'écran, puis j'ai refusé l'appel. Quelques secondes plus tard, un message de ma mère est apparu. Il disait, tu es tellement ingrat. À cause d'un petit problème, tu grossis tout. Si la famille continue à compter chaque dollar comme ça, quel est l'intérêt de vivre? En lisant ces mots, je ne me suis pas senti en colère, juste fatigué. Immédiatement après, j'ai ouvert mes contacts, j'ai trouvé le nom de ma mère, puis celui de mon père, puis celui de Jordan, et je les ai bloqués. À ce moment-là, j'ai pensé que tout allait enfin prendre fin en faisant cela. Après près de 10 ans d'aide silencieuse et de comparaison constante, d'ignorance et de rejet, je pouvais enfin mettre un point final. Mais je me trompais.
Je n'avais aucune idée que le fait de refuser d'envoyer ces 1000 dollars par mois ou quelque chose qui semblait si simple deviendrait le point de départ d'un drame familial bien plus grand que je ne l'aurais jamais imaginé. L'après-midi suivant, alors que je me reposais dans mon bureau après une matinée de réunions successives, mon téléphone a sonné. C'était l'oncle Bryce, le frère cadet de mon père. Sa voix semblait étrange, hésitante, prudente. Après quelques questions polies, il est allé droit au but. Il m'a demandé, « Colin, as-tu fait quelque chose qui a contrarié tes parents ?» Cette question inattendue m'a fait faire une pause. Je ne savais pas ce qui se passait, mais avant que je puisse demander, il a continué tout de suite. « Ce matin, tes parents sont passés chez moi, puis chez plusieurs autres. Ils ont dit que tu organisais une fête de promotion et que tu ne les avais pas invités. Ils ont aussi mentionné que tu avais soudainement annulé le soutien mensuel de 1000 dollars que tu envoyais. » Après avoir entendu cela, j'ai commencé à ressentir exactement ce que j'avais senti la nuit précédente, que ce n'était pas fini. Puis l'oncle Bryce a continué, cette fois d'une voix plus basse, plus sérieuse. Honnêtement, je ne crois pas tout ce qu'ils ont dit, mais ils ont beaucoup parlé aux gens, et maintenant quelques membres de la famille sont assez contrariés. Ils pensent que tu as tourné le dos à tout le monde. Certains disent même qu'ils ne viendront pas à ta fête. Quand il a dit ça, je suis resté silencieux pendant quelques secondes, puis j'ai répondu, « Oncle Bryce, pourrais-tu rassembler quelques personnes ce soir ? Chez toi, ça va. Je viendrai. Je veux éclaircir les choses pour qu'il n'y ait plus de malentendus. » Après ma demande, il a répondu tout de suite, « Bien sûr. Je crois en toi, Colin. À ce soir. » Il a raccroché, et je n'ai pas passé beaucoup de temps à trop réfléchir à ce qu'il avait dit parce que je savais que tout deviendrait clair ce soir-là. Cet après-midi après le travail, j'ai appelé Violet pour lui raconter tout. Elle n'a pas dit grand-chose, elle m'a juste rappelé de conduire prudemment. J'ai raccroché et je me suis dirigé directement vers la maison de l'oncle Bryce. Au moment où je suis arrivé, le ciel commençait à s'assombrir. Il y avait près d'une douzaine de voitures déjà garées dans la cour. Je suis entré dans la maison, et comme l'oncle Bryce l'avait dit, près de 10 membres de la famille étaient déjà réunis. La cousine de mon père, tante Anna, a été la première à parler. Quand ils m'ont vu, sa voix n'était pas en colère, mais elle avait un ton sévère. « Colin, tu dois expliquer ça clairement. Nous avons eu confiance en toi depuis que tu étais enfant. Ne brise pas cette confiance, tu m'entends ?» Avant que je puisse répondre, l'oncle Bryce s'est levé et a levé la main. « Laissez Colin s'asseoir d'abord, » a-t-il dit. Puis il est allé dans la cuisine et m'a apporté un verre d'eau. La pièce est restée silencieuse. Tout le monde attendait que je commence. J'ai commencé à tout expliquer étape par étape, de la promotion, à la demande d'annulation de la fête, à la demande de mes parents de 300 000 dollars pour la maison de Jordan, et enfin, à ma décision d'arrêter le soutien mensuel de 1000 dollars. Je n'ai pas essayé de justifier quoi que ce soit, je leur ai raconté ce qui s'était passé. Quand j'ai terminé, tout le monde m'a regardé comme s'ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient d'entendre. Puis j'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré le message que j'avais envoyé à ma mère concernant l'heure et le lieu de la fête. J'ai fait défiler l'écran vers le bas et je leur ai montré sa réponse après que j'ai dit que je mettais fin au soutien mensuel. Même si les choses étaient plus claires, tante Anna semblait toujours incertaine. À ce moment-là, elle a sorti son téléphone, a composé le numéro de ma mère devant tout le monde et l'a mis sur haut-parleur. Dès que ma mère a répondu, tante Anna a demandé directement, « As-tu dit à Colin d'annuler la fête de promotion ? Lui as-tu demandé de donner 300 000 dollars à Jordan pour acheter une maison ?» De l'autre côté, ma mère n'a rien nié. Elle a répondu calmement, « Il gagne bien sa vie, alors il devrait aider son frère. » C'est du bon sens. Dès que ces mots sont sortis, la pièce est devenue complètement silencieuse. Tante Anna a fait une pause, puis a dit, « Tu as perdu la tête. » Et puis elle a raccroché. La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes de plus, puis tante Piper, qui avait semblé sceptique auparavant, s'est levée et m'a regardé. Sa voix était sincère. « Je suis désolé, Colin. Je n'avais aucune idée que les choses étaient comme ça. » L'oncle Bryce s'est avancé, en posant une main sur mon épaule. « Je suis désolé aussi. Merci d'être venu ici et d'avoir tout éclairci. » À ce moment-là, je les ai regardés, j'ai légèrement hoché la tête et j'ai dit, « Je ne blâme personne. Je veux que tout le monde comprenne ce qui s'est passé, et si vous venez à la fête de promotion ce week-end, je serai ravi. » Après avoir dit cela, tout le monde a hoché la tête, certains ont même applaudi légèrement.
L'atmosphère dans cette petite maison s'est soudainement réchauffée, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, un sentiment que je pensais avoir perdu. Avant de partir, l'oncle Bryce m'a accompagné jusqu'à la porte et m'a dit doucement, « Je ne pense pas que les choses soient terminées avec tes parents. Fais attention, ils pourraient se présenter à la fête et semer le trouble. » À son avertissement, j'ai hoché la tête, lui ai serré la main fermement et j'ai dit doucement, « Merci pour l'avertissement. Je serai prêt. » Ensuite, je suis monté dans ma voiture et j'ai quitté cette rue calme. À ce moment-là, je ne pensais qu'à rentrer à la maison, où Violet et Mitchell m'attendaient. Quelques jours plus tard, personne n'a plus rien dit. Tout semblait s'être calmé, du moins pour le moment jusqu'au jour de ma fête de promotion. C'était un samedi. Violet, Mitchell et moi sommes arrivés tôt au restaurant. Je voulais être là à l'avance pour accueillir tout le monde. Nous sommes partis de la maison vers 16h30, apportant des cadeaux, des invitations et un peu d'excitation. Violet portait une robe bleu clair ce jour-là, et Mitchell portait sa chemise à boutons préférée. La fête a eu lieu au Stonebridge Grill and Events, un lieu à prix modéré qui n'était pas extravagant. Violet avait choisi cet endroit pour son ambiance chaleureuse, et il y avait juste assez de place pour les personnes qui comptaient le plus. Vers 18h30, près de 70 invités étaient arrivés, y compris des parents des deux côtés et des collègues. Un par un, les gens sont entrés, ont serré des mains, ont offert des câlins et m'ont félicité. L'ambiance était joyeuse et décontractée. Je me tenais près de l'entrée, saluant tout le monde à leur arrivée. Pour m'assurer que mes parents ne puissent pas se présenter et créer une scène, j'ai demandé au restaurant de fournir 3 agents de sécurité postés à l'entrée principale. Je leur ai donné des photos des 3 et je leur ai rappelé les instructions avant le début de la fête. Je ne voulais prendre aucun risque. La fête s'est déroulée sans problème, remplie de mots aimables et de soutien de la part de tous ceux qui étaient présents. Certaines personnes ont partagé des anecdotes de mes débuts en tant que stagiaire, d'autres m'ont souhaité de continuer à réussir et ont espéré que je serais bientôt promu à un poste régional. Mitchell a passé la plupart de la soirée à être passé de main en main par quelques collègues qui l'adoraient. Vers 21h, la fête s'est terminée, et j'ai poussé un soupir de soulagement silencieux, sachant que tout s'était bien passé. Ensuite, le responsable du restaurant m'a appelé à part et m'a dit que mes parents et Jordan s'étaient présentés vers 19h. Ils avaient exigé d'être laissés entrer. Les agents de sécurité les avaient bloqués à l'entrée. Au lieu de partir, ils sont restés dehors et ont crié des insultes à mon sujet. Ce n'est que lorsqu'un des agents de sécurité a menacé d'appeler la police qu'ils sont finalement partis. J'ai remercié le personnel pour avoir géré la situation. J'ai serré la main de chaque membre de l'équipe de sécurité et je me suis assuré qu'ils savaient combien j'appréciais leur aide pour protéger une journée aussi importante. Ce soir-là, en conduisant, même si la fête avait réussi, quelque chose en moi restait troublé. Je ne pouvais pas le nommer, mais je pensais qu'il n'en avait pas fini avec moi. Et j'avais raison. Le lendemain matin, dimanche, Mitchell et moi étions dans la cuisine en train de préparer des nouilles au four pour le déjeuner. Violet était dehors en train d'arroser les plantes sur le porche. L'atmosphère dans la maison était calme, la paix que l'on attend d'un calme dimanche matin. Vers 9h, mon téléphone a soudainement vibré. C'était un message d'Eric, un de mes collègues du département informatique. Le message était court, une seule ligne, « Colin, tu dois voir ça tout de suite. Il y a un post de drame familial qui te cite directement. » Un lien était joint. J'ai fait une pause de quelques secondes avant de cliquer dessus. Le lien a mené à un post sur Reddit, dans le subreddit « Drame familial », un espace bien connu pour les exposés familiaux publics et les histoires pleines de scandales. Dès que la page s'est chargée, le titre m'a frappé en pleine face, « Colin Whittaker, PDG de Nexatech, le fils ingrat qui a mis ses parents et son frère dehors de sa fête de promotion. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade lorsque les mots ont pénétré. Puis j'ai commencé à lire le post. Il s'étendait sur presque une page entière. L'auteur était Jordan. Il avait tordu l'histoire en quelque chose de complètement différent. Il a prétendu que j'avais organisé une fête somptueuse juste pour me vanter, que j'avais mis nos parents dehors devant toute la famille et que j'avais humilié son jeune frère en public. Juste en dessous du post, il a inclus un extrait vidéo. J'ai cliqué dessus. Il montrait la scène de l'extérieur du restaurant la veille, avec la sécurité qui les empêchait d'entrer. Jordan avait enregistré la vidéo secrètement sur son téléphone. Il n'y avait pas de son clair, juste des images de mes parents qui étaient refoulés par les agents de sécurité et ensuite invités à partir. Après avoir lu tout le post, j'ai fait défiler vers le bas jusqu'aux commentaires.
des centaines de personnes m'attaquaient déjà. Ils m'ont traité de monstre en costume et de PDG sans cœur. Une personne a même commenté, quelqu'un a l'adresse de ce type? Quelqu'un comme ça a besoin de recevoir une leçon. Je suis sorti de la cuisine et j'ai tendu le téléphone à Violet. Elle l'a regardé, et son expression est passée de la curiosité au choc lorsqu'elle a terminé de lire le post. Après avoir lu ces mots, j'ai voulu allumer la caméra, m'asseoir devant l'écran et enregistrer une vidéo racontant toute la vérité sur le champ. Je voulais tout exposer, chaque mensonge, chaque fausse expression, chaque fois qu'ils ont joué les victimes. Mais quelques minutes plus tard, je me suis calmé. Je savais que les choses ne feraient qu'empirer si je réagissais par émotion, et si quelqu'un était davantage blessé, ce ne serait pas moi, ce seraient Violet et Mitchell ou les personnes qui n'avaient rien à voir avec la laideur dont j'essayais de m'échapper. Une fois que je me suis repris et que j'y ai réfléchi, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mes contacts et j'ai appelé Jackson, le représentant légal de mon entreprise. C'était dimanche, son jour de congé, mais dès que j'ai appelé, il a décroché après une seule sonnerie. Au moment où il a entendu ma voix, il a demandé, « Que se passe-t-il, Colin? Tu n'as pas l'air bien. » Je lui ai tout raconté, le post, la vidéo, les centaines de commentaires haineux, et même les menaces de personnes essayant de trouver où j'habitais. Puis j'ai dit directement, je veux qu'il publie une correction, et si possible, je veux les poursuivre en justice. Après cela, Jackson est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a ri. Ce n'est pas un rire moqueur, mais le genre de rire qui vient de quelqu'un qui a vu des centaines de cas comme celui-ci. Puis il a dit, Colin, écoute. Pour le moment, Jordan n'a fait que de fausses allégations dans un seul poste. Il n'y a pas encore de préjudice financier ou émotionnel majeur, donc il serait difficile de déposer une plainte. Et en plus de ça, c'est ton frère. Mais j'ai une solution. Envoie-moi juste son numéro de téléphone. Je n'ai pas posé d'autres questions. J'ai raccroché et j'ai envoyé le numéro de Jordan. Et comme Jackson l'avait dit, 1 heure plus tard, un post de correction est apparu sur le même compte Reddit qui avait initialement publié l'attaque. Le titre était clair, modification concernant mon précédent post sur Colin Whittaker. La toute première ligne disait, je m'excuse d'avoir publié une fausse histoire. Je suis désolé d'avoir partagé des informations inexactes. À ce moment-là, j'ai regardé l'écran, pleinement conscient que Jackson avait appelé le bon numéro, et que lorsque la loi ne peut pas agir assez vite, la clarté et le bon type de pression restent parmi les outils les plus puissants. Après cette journée, nos vies sont lentement revenues à un rythme paisible. J'emmène Mitchell à l'école le matin, puis je vais au bureau. Le soir, nous nous asseyons tous ensemble pour dîner. Violet racontait des anecdotes amusantes du café, et Mitchell avait toujours une histoire stupide qui ne manquait jamais de me faire rire. 2 mois plus tard, un après-midi tranquille de week-end, l'oncle Bryce m'a appelé pendant que je tondais la pelouse. Quand j'ai vu son nom sur l'écran, j'ai essuyé mes mains et j'ai immédiatement décroché. Sa voix était toujours grave et ferme, mais elle avait un poids. Il a dit, « Colin, j'appelle pour te dire quelque chose. Tes parents ont mis Jordan dehors. Cela fait environ 1 semaine maintenant. Il est devenu de plus en plus paresseux de jour en jour, ne faisant rien. Ce qui les a mis hors de leur état, c'est lorsqu'ils ont découvert qu'il avait volé de l'argent sur le compte d'épargne de ta mère. Ils l'ont donc finalement mis dehors. » En entendant cela, je ne me suis pas senti satisfait, je me suis juste senti triste pour eux, parce que c'était leur perpétuelle couvaison qui avait appris à Jordan à dépendre des autres, et c'était ce même schéma qui m'avait poussé loin d'eux en premier lieu. Maintenant, il ne reste plus personne qu'ils puissent appeler leur fils fier, personne ne leur envoyant silencieusement $1000 chaque mois ou juste 2 personnes âgées dans une maison qui autrefois semblait pleine. Avant de raccrocher, l'oncle Bryce a dit une chose de plus. C'était doux, mais je ne l'ai jamais oublié, si un jour ils viennent te demander pardon, j'espère que tu pourras trouver dans ton cœur de leur pardonner. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là silencieusement, regardant le ciel virer au crépuscule au-delà de la clôture de ma cour arrière. Je sais que le pardon est une grande chose, mais je sais aussi que certaines fissures ne guérissent pas simplement parce que nous le souhaitons. Et avant de terminer cette histoire, je veux vous demander, à vous qui êtes restés avec moi jusqu'à ces derniers moments, avais-je tort de couper les $1000 que j'avais envoyés chaque mois pendant de nombreuses années? Et si vous étiez à ma place, si un jour vos parents se présentaient à votre porte, les yeux remplis de larmes, vous demandant pardon, que feriez-vous? Ouvririez-vous votre cœur, laisseriez-vous tomber tout, et choisiriez-vous de vous réunir? Ou fermeriez-vous silencieusement cette porte et laisseriez-vous le passé se reposer pour de bon? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.
J'ai vraiment envie de vous entendre, surtout si vous vous êtes déjà retrouvé à la limite entre les liens familiaux et les limites finales de votre endurance. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager l'histoire si elle a touché quelque chose dans votre cœur. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour la prochaine histoire.